Dans cette vidéo, parlons de l'importance d'investir dans les universités africaines. On voit souvent des dons pour des écoles primaires et secondaires, mais à l'heure actuelle, à l'heure de l'intelligence artificielle, tous les défis que l'Afrique devra surmonter, nous avons besoin de l'élite de nos élèves. Mais lorsque l'on voit l'état de nos universités, pourquoi se plaindre que nos élèves n'arrivent pas à suivre le rythme par rapport au reste du monde? Alors, dans la nuit, les amphithéâtres se transforment en dortoirs. Moi, je m'apprête à dormir comme vous le voyez. Ici, c'est l'amphithéâtre A. Ce que vous voyez, ce sont mes camarades étudiants, tout comme moi. C'est l'amphithéâtre de cours, mais malheureusement, vu qu'il n'y a pas de cité, après le cours, on profite de l'amphithéâtre. On l'utilise comme une cité en fait. C'est ici qu'on vient se coucher, c'est ici qu'on vient se reposer. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais vous parler de comment le domaine privé, donc nous, on peut investir dans les universités et qu'est-ce que ça peut nous rapporter concrètement. Mais tout ça, on en parle après le générique. Mbote Bandeko et bienvenue sur ma chaîne. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas de mettre un petit pouce, de commenter parce que j'ai besoin de votre avis et surtout abonnez-vous et puis j'ai aussi activé le petit cœur pour faire des dons si vous voulez soutenir la chaîne. Maintenant revenons à notre sujet. Les universités en Afrique. On voit que dans beaucoup de pays, l'état vétuste de nos universités. Nos gouvernements ne veulent pas investir massivement dans l'université et certains même préfèrent se payer des habits de luxe, des voitures de luxe, au lieu d'investir dans l'avenir de nos enfants. C'est parce que peu de gens se rendent compte du rôle plus large d'une université. C'est un centre de technologie et développement. Dans les autres pays du monde, il n'est pas rare d'entendre que tel milliardaire qui était par exemple à Harvard a financé la bibliothèque d'Harvard. Elle a tenu à l'annoncer elle-même aux étudiants. À partir d'août prochain, la scolarité à l'université de médecine Albert Einstein sera gratuite. L'explosion de joie est à la hauteur du soulagement pour ces centaines de futurs médecins. L'école a diffusé ces instants d'euphorie et d'émotion. Ici, l'année de scolarité coûte plus de 50 000 € par personne. La généreuse donatrice a 93 ans. Elle a étudié dans cette école et son mari, mort il y a 1 an et demi, a fait fortune à Wall Street. Elle fait don d'1 milliard de dollars et les étudiants, souvent très endettés, n'en reviennent pas. L'espace d'un instant, j'ai eu le regard dans le vide. Il a fallu que je réalise. Puis j'ai compris ce que ça signifiait pour ma famille. L'école est située dans le Bronx, le quartier le plus pauvre de New York et le moins bien doté en services de santé. Le don permettra désormais d'accueillir des étudiants qui jusqu'ici n'avaient pas les moyens de se payer des études de médecine. Chaque année, ils font des dons de plusieurs millions pour cette université. Pourquoi? Déjà, par reconnaissance, il a fait ses études dans cette université, il estime que c'est cette université qui l'a propulsé et devenir l'homme qu'il est actuellement. Ensuite, pour sa propre entreprise, il a besoin d'employés qualifiés. Et quoi de mieux que de financer cette école pour qu'il en sorte des employés qualifiés. On voit beaucoup d'entrepreneurs africains se plaindre, oui, je trouve pas des employés qui sont aussi performants qu'en Occident. Mais c'est normal, lorsque vous voyez l'état de l'université, comment vous voulez sortir des personnes aussi performantes? À part ceux qui sont autodidactes et qui ont ça en eux, mais il faut pouvoir former décemment nos élèves. Mis à part la question d'infrastructure, plusieurs mots, notamment la corruption, le calendrier académique non respecté, gangrènent les milieux universitaires de la RD Congo. Le mal étant si profond que les efforts que fournissent les autorités semblent ne pas donner des résultats probants. Vu que j'habite un peu loin, je ne suis pas ici même à Abidjan, je viens de l'intérieur, je ne peux pas rentrer à la maison. Je reste sur le territoire universitaire pour réviser un peu jusqu'au soir. L'étudiant de 24 ans habite à plus de 2 heures de route du campus. Et plutôt que de devoir se lever tôt et de rentrer tard chez lui, il préfère entièrement passer ses nuits et vivre sur le campus, sachant que l'université n'abrite aucune cité universitaire. Du coup, quand la nuit tombe, une organisation particulière se met en place. Qui a mal placé ses affaires ici? Donc quand je ne suis pas là, vous laissez les trucs comme ça. Rangez. C'est ici on dort, c'est ici on fait tout. Rangez les trucs. C'est vrai que les moustiques sont déjà là, mais au moins on peut les empêcher un peu. Pas un amphithéâtre, mais c'est quoi? C'est un couloir Bon, ici ce sont les toilettes normalement. Mais ça fait des années, moi-même, lorsque je suis arrivé, les toilettes étaient déjà gâtées. Vu que les toilettes sont gâtées depuis longtemps, on ne réhabite pas les toilettes, c'est toujours là. Donc on a essayé d'arranger un peu tout. Et puis bon, on garde nos barrages ici, vu que les toilettes sont fermées pour l'instant. D'abord même, il n'y a pas de toilettes pour se laver. Donc on se lave de l'autre côté là-bas. Maintenant, pour nos besoins, bon ça, il y a une forêt qui est là. On essaie d'aider la forêt à bien se produire.
Abidjan compte un peu plus de 120 000 étudiants pour seulement 6 000 places en cité universitaire. À peine 5% des étudiants peuvent en bénéficier. Ici, la plupart des étudiants viennent de l'intérieur du pays. Les universités d'Abidjan subissent une forte pression car elles attirent des nouveaux bacheliers et étudiants de tout le pays qui préfèrent étudier dans la capitale économique que dans leur région d'origine. Et peu d'entre elles abritent des universités. Alors dans la nuit, les amphithéâtres se transforment en dortoirs. Moi je m'apprête à dormir comme vous le voyez. Ici c'est l'amphithéâtre A. Ce que vous voyez ce sont mes camarades étudiants tout comme moi. C'est l'amphithéâtre de cours, mais malheureusement vu qu'il n'y a pas de cité, après le cours, on profite de l'amphithéâtre. On l'utilise comme une cité en fait. C'est ici qu'on vient se coucher, c'est ici qu'on vient se reposer. Souvent, je viens dormir ici. Sinon, comme vous l'avez bien vu, mon QG il est là. Mais je viens ici souvent pour me coucher. La situation perdure et cela suscite beaucoup de questions. Ces étudiants se sentent-ils réellement obligés de vivre dans cette situation? Selon nos indiscrétions, ils n'ont pas le droit d'être là. Mais l'université a fini par tolérer que les étudiants passent la nuit sur le campus après les manifestations soulevées par ces derniers. Il y a un ami, Anissé, malheureusement il n'est pas là, il est quitté à Korogo. Il n'a pas de parents ici, il n'a pas de tuteur ici. Il dort où? Il n'y a pas de cité pour qu'il soit logé. Ses parents ne peuvent pas payer sa maison. On ne peut pas payer un logement pour lui. Il fait comment? Moi, par exemple, normalement, il devait rentrer à la maison après le cours. Dieu merci, il y a amphithéâtre, il me couche ici. Souvent ici dans mon QG, souvent aussi je suis ici. Depuis 2019, l'engagement de l'État à cet effet était de passer de 6 000 à 10 000 ou 11 000 places. Mais finalement, seules 80 places ont été ajoutées aux 6 000 places existantes. La FESI, le plus grand syndicat estudiantin du pays, réclame une prise en charge de la part de l'État. Nous sommes disponibles à étudier. Nous avons la volonté d'apprendre pour pouvoir développer notre pays. Mais tout ce que nous demandons, ce n'est que des bonnes conditions d'études et de vie. Il y a des fois des coupures de courant, ils apprennent la théorie et la théorie et la théorie, mais lorsqu'il faut maintenant aller sur la pratique, ils n'ont pas de matériel pour leur laboratoire. Et ce qui fait que vous avez des jeunes avec de la théorie en tête, mais qui n'ont pas pu pratiquer. Et on sait très bien que s'il n'y a pas de pratique, la théorie, à un moment donné, on la perd. Et donc, une des solutions pour les entrepreneurs et les personnes qui veulent faire du business en Afrique, c'est de faire connaissance avec des professeurs d'écoles techniques ou d'universités. On a tendance à se dire, ah, dans mon téléphone, je dois avoir le numéro d'un policier ou d'un commandant ou de quelqu'un du gouvernement pour si j'ai un problème dans la route. Oui, ça, bon, c'est vrai. Mais avoir le numéro d'un professeur d'université qui est dans le même domaine dans lequel vous voulez vous étendre, c'est même beaucoup plus important. Souvent, quand on cherche des employés en Afrique, vu qu'il n'y a pas d'intérim, on passe du bouche à oreille. Et bien souvent, on tombe sur des personnes qui ne sont pas compétentes et puis on commence à se plaindre, oui, l'Afrique ceci, l'Afrique cela. Mais si vous allez directement avec un professeur d'université, vous le demandez quel est le meilleur de vos élèves, le professeur sera le plus apte à vous proposer des personnes de qualité. Après, les gens vont me parler du vol, ça c'est autre chose. Vous pouvez avoir quelqu'un qui est très compétent et ça reste un voleur, ça ne va pas vous protéger du vol. Ça peut limiter les risques, mais le vol, c'est comme partout, c'est à vous de mettre des systèmes de sécurité pour pouvoir limiter le vol. Ça, c'est encore quelque chose à côté. Là, on parle juste des compétences. Et pour exemple, je vais prendre une ancienne vidéo de Philippe Simo qui était avec un industriel. Lui, il avait besoin de faire son usine. Il avait trouvé le matériel en Italie, je pense. Mais le problème, c'est que déjà, le matériel était très cher. Mais s'il devait payer les ingénieurs italiens pour venir jusqu'au pays et puis monter l'usine, ça allait être impayable. Il a demandé à l'Italie s'il y avait des ingénieurs en Afrique où les Africains étaient capables de le faire. Les Italiens, ils ont dit je ne pense pas. Et c'est là qu'il a décidé d'aller à l'université, demander est-ce qu'il y a des ingénieurs au professeur de qualité. Le professeur a proposé ses meilleurs élèves et ils ont monté cette usine de A à Z. Les Italiens étaient même tellement surpris qu'ils ont demandé à cet entrepreneur, est-ce que tu peux me donner le nom de tes élèves parce qu'on a un autre projet au Tchad ou dans un autre pays, qu'on aimerait que ces élèves puissent aussi aller monter l'usine pour nous. Et donc ces élèves qui ont quitté l'université ont eu directement du travail. Tu as fait contribuer beaucoup d'industriels africains, camerounais, pour pouvoir construire ton usine. Oui, effectivement. Je me souviens en 2014, quand les Italiens me demandent qu'ils me font un devis de montage de la chaîne que j'avais déjà totalement payée, juste pour monter sur place au Cameroun. Et ils me demandaient 500 millions de la construction de barres jusqu'au montage. Et puis j'ai dit ce n'est pas possible. Ils me disent en Afrique ils ne peuvent pas, ils vont abîmer les machines, ils n'ont pas cette expérience. Et vous savez ce que j'ai fait? Je suis allé à côté au lycée technique de Colbison.
J'ai dit au proviseur, j'ai envie que tu me sortes la liste des enfants qui ont eu le bac, que ce soit les électromécaniciens, les électriciens, les mécaniciens, les soudeurs, tout genre. Sors-moi toute la liste et tu me donnes quelques numéros de téléphone. Ce qu'il a fait, et j'ai appelé 2-3 personnes, ils ont appelé tous leurs amis de classe. Je me suis retrouvé avec 45 personnes. Et j'ai recruté parmi les 45 lycéens qui ont eu leur bac, ça ne fait pas 3 ans, 35. Waouh! Ouais, avec un salaire de 150 000 au mois. J'ai essayé de les expliquer que moi-même, à la base, je suis un agent de nettoyage, donc je ne me connais pas en industrie. Mais j'ai eu la volonté et je suis allé en quelques jours en Italie. J'ai compris comment fonctionne la technologie et qu'eux, ils pouvaient monter les bacs, les souder, et puis on vient juste les vérifier et puis voir si on donne une certification ou pas. De même que les machines, j'avais tous les plans, j'ai collé sur un mur, on a étudié, j'ai pris un ingénieur, on a regardé, on a étudié le côté faisabilité de la chose. Et puis les enfants, ils ont pris confiance en eux-mêmes. Le résultat, les bacs sont là. Les bacs ont été certifiés. Mais ce qui est amusant, c'est que ces mêmes Italiens sont venus prendre dans ces enfants-là certains pour aller travailler au Congo et au Tchad. La même chose pour l'usine d'eau et des jus, parce que tout est en inox alimentaire. Et quand j'ai acheté en France, ils m'ont dit il n'y a pas les soudeurs à Lagon au Cameroun, ils ne font pas dans la soudure alimentaire. J'ai vu les jeunes, ils ont fait le travail. À l'heure où je vous parle, ils sont au Tchad, pour travailler pour le compte de la société française qui est venue. Tu disais qu'il n'y a pas de soudeur. Exactement, exactement. Et là, pour clôturer, regardez, la raffinerie, c'est conçu par un Camerounais qui a fait les études d'ailleurs en Belgique et en France. On est parti plus de 3 fois en Inde pour travailler sur le projet. Il a dessiné la raffinerie lui-même. On a discuté avec le fournisseur. Il a envoyé et c'est arrivé au moment où il y avait la Covid. Se monter de bout en bout. Du oui, quand début j'étais à venu la la dernière fois, c'était en cours de montage. Voilà, les Camerounais, les jeunes de moins de 40 ans. Et les Indiens sont impressionnés. Ils veulent maintenant travailler avec eux sur les projets africains. C'est-à-dire tout leur marché qu'ils ont en Afrique, au lieu de faire venir les gens de l'Europe ou de l'Inde, ils iront installer les machines jusqu'à la structure métallique. C'est un jeune qui a fait, le jeune qui a cette société qui monte les structures métalliques, il vient d'Edea. Il a fait le lycée technique d'Edea. Donc, tout est possible. Le talent africain. Exact. Super. Maintenant, vous me direz que lui, c'était un grand entrepreneur qui voulait une grosse usine, mais même si vous avez un petit business, même si vous voulez faire par exemple un champ, si vous avez des défis, vous pouvez aller à l'université ou une école technique spécialisée dans l'agriculture et c'est eux qui pourront vous aider. Et c'est pour ça qu'on doit revaloriser nos professeurs. On est là-haut les ministres, haut les commandants, mais les professeurs, c'est eux qui sont en train d'éduquer nos enfants pour l'avenir. Et cela dans tous les domaines, de la santé, de l'alimentaire, la science, peu importe, on a besoin de nos professeurs, on doit en prendre soin. Si nos gouvernements ne veulent pas prendre soin de nos professeurs, il faut maintenant que nous, la société civile, on commence à le faire. On ne peut pas compter sur nos gouvernements dans certains points, on doit se débrouiller nous-mêmes. Et donc ce que je vous dis là, c'est aussi pour les petits investisseurs. C'est vrai que si vous avez l'argent, que vous voulez faire des grandes usines extraordinaires et qu'il y a des gros fonds, là maintenant il faut passer à un niveau supérieur, passer peut-être par le ministère de l'Éducation et toutes les procédures. Mais si vous commencez votre entreprise et que vous avez peu de moyens, c'est une solution de passer directement par les professeurs, vu qu'il n'y a pas d'intérim en Afrique comme en Occident. Les gens aiment bien parler de dons, mais moi j'appelle plus des investissements parce qu'on investit dans notre jeunesse.
lorsque vous donnez de l'argent à ces universités. Bon, après, si vous donnez l'argent cash, il y a aussi le risque que ça disparaisse. Donc, vous pouvez faire du don matériel. Par exemple, ils ont besoin d'un laboratoire. Ils n'ont pas telle ou telle machine. Vous allez voir avec le professeur, voilà, on est sur Alibaba, il y a telle machine de laboratoire qu'on peut livrer à partir de la Chine. Ben, vous investissez sur ce matériel-là précisément. Comme ça, vous êtes sûr, si vous avez peur qu'avec le cash, ça aille dans les poches des dirigeants ou même du professeur lui-même sans que ça serve vraiment à l'éducation des élèves, ben, ça peut être aussi des dons matériels pour la bibliothèque, des ordinateurs, des batteries pour le courant. Je vous avoue que dans mon moi profond, j'aimerais bien créer une école du cinéma, de la technologie en général, pas uniquement du cinéma, mais ça demande des moyens considérables et si vous pouvez déjà aider ceux qui est déjà en place, c'est beaucoup mieux parce que créer son école de A à Z, je vous dis, c'est pas une mince affaire. Donc voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de l'action de l'entrepreneur, ce qu'il a fait, l'idée qu'il a eu d'aller directement à l'université pour aller trouver les ingénieurs plutôt que de demander du bouche à oreille. Et mettez en commentaire si comme moi vous avez eu ce problème-là de compétences lorsque vous employez des personnes et que ça aurait été mieux si vous étiez allé chercher directement dans une école technique ou universitaire pour avoir la crème de nos jeunes. C'était tout pour aujourd'hui, je vous remercie d'avoir suivi. N'oubliez pas que la cagnotte pour le cinéma est toujours ouverte, donc j'attends vos dons ou plutôt vos investissements parce qu'on investit pour notre futur. Et je vous dis, prenez soin de votre famille, on se voit à la prochaine.